Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne des Geeks des Chiffres. Aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver parce que je vais vous faire découvrir une personne extraordinaire. Elle s'appelle Charlotte Apieto. Elle a fondé Pause Tadem. Pause Tadem, sa mission suprême, c'est d'aider les gens qui veulent changer leur vie, passer du salariat à autre chose pour leur donner un bonheur extrême dans la vie qu'ils veulent mener. Je vous laisse découvrir évidemment cette interview avec Charlotte. J'ai passé un super moment. N'hésitez absolument pas à la partager si elle peut aider quelqu'un. Et moi je vous dis à très vite pour la prochaine interview. Ciao! Charlotte. Salut Nicolas. Ravi de t'accueillir sur la chaîne YouTube les Geeks des Chiffres. Mais avec grand plaisir. Donc du coup, bon Charlotte, moi je te connais un petit peu depuis quelques temps. Et donc je voulais absolument en découvrir un peu plus sur toi, sur ce que tu fais aujourd'hui. Donc raconte-nous un peu qui t'es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Raconte-nous toute ta vie. Toute ma vie. Ok, j'espère que vous avez du temps du coup. Alors, qui je suis, d'où je viens. Alors, qui je suis aujourd'hui. Donc moi je suis la fondatrice de Pause Tadem. Ça va faire un an que j'ai créé Pause Tadem. Et d'où je viens, alors sans raconter mon enfance, je vais expliquer un peu le lien entre mon histoire et celle de Pause Tadem en fait. Donc moi j'ai un parcours première de la classe, bonne élève, bien comme il faut, toujours dans le cadre. Et du coup j'ai fait de bonnes études en grande école. Donc tu as fait quoi comme études du coup? Moi j'ai fait en fait une prépa, après j'ai fait Sciences Po Paris. J'ai commencé à travailler en ressources humaines et une fois que j'étais là-dedans, je me suis rendu compte que ça allait pas être possible pour moi de faire toute ma carrière là. Donc j'ai repris des études. Et pourquoi tu as fait ça en fait comme études? C'était quoi Au départ en RH alors en fait moi je voulais faire Sciences Po Paris au départ parce que c'était une école qui m'attirait pour le prestige, pour la qualité de l'enseignement, etc. Et puis c'est dans dans la ligne, on va dire dans le fil rouge qu'on a quand on est bon élève en gros après la prépa. Et en fait j'ai choisi les RH parce que j'étais un petit bisounours, que je suis toujours, mais qui voulait que les salariés soient heureux dans leur boulot. Et donc je me suis dit quoi de mieux que le métier RH pour faire ça. Donc je me suis dit je vais travailler sur la gestion de carrière, puis après formation, recrutement, etc. Donc c'est ce qui me parlait le plus. Et à Sciences Po il y avait un master RH, donc j'ai postulé pour celui-là, bien que autour de moi parfois les gens se disaient mais attends, Sciences Po c'est pour faire l'ENA plutôt. Et j'ai dit non, il y a des masters business, on peut faire autre chose. Il y en a qui m'ont dit mais c'est quand même dommage de faire Sciences Po pour faire des RH. Ah non, mais c'est le même concours, c'est la même chose, c'est juste que c'est un autre métier. Donc il y a quand même autour du métier RH, il y a parfois un petit peu de dénigrement, ou en tout cas c'est peut-être pas la voie idéale à Sciences Po, mais déjà moi j'avais envie de faire ce choix parce que ça me correspondait et par rapport à ce que je voulais à plus long terme quoi. Voilà. Et donc j'ai fait ça, j'ai commencé un recrutement, je me suis pas retrouvée là-dedans, ça m'a plu, mais je me voyais pas faire ça à plus d'un an, on va dire déjà. Et je trouvais que j'allais vite m'ennuyer, faire le tour du poste, et j'avais envie d'autre chose. Et donc en bonne élève, j'ai repris des études, donc je suis allée à l'ESCP Europe faire un an de master spécialisé en conseil et stratégie pour intégrer un cabinet de conseil. Et donc j'ai rejoint un cabinet de conseil à l'issue du master et j'ai fait ça pendant 2 ans dans le conseil en RH et en conduite du changement. Voilà. Sur le parcours avant que tout change et voilà. Du coup par rapport à ça, donc moi j'ai commencé dans le conseil. Au départ ça m'a plu, plein de missions différentes, j'y suis allée pour ça, plein de missions différentes, stimulation intellectuelle, le cabinet en plus super ambiance, sauf que très vite je trouvais que la qualité des missions n'était pas au rendez-vous. Alors pour ceux qui connaissent pas le conseil, tu vois, je pense que ça c'est un milieu aussi qui est parfois... C'est quoi le conseil? C'est quoi le conseil en gros quand tu es consultant, tu es salarié dans un cabinet, mais le cabinet vend des prestations de conseil, de consulting à des entreprises sur des sujets, alors ça dépend en fonction du secteur d'activité ou du métier pour lequel il y a un besoin sur la mission, mais par exemple, moi en tant que consultante RH et conduite du changement, j'intervenais par exemple s'il y a un gros projet de transformation digitale dans la boîte, accompagner le côté RH. Ça peut être aussi une mission de déploiement d'une formation auprès de 5000 managers, et on va accompagner ça. Donc sur le côté organisationnel et managérial en gros. Voilà. Donc sur le papier c'est très bien, sauf que en vrai j'avais l'impression j'avais un peu l'impression d'être une assistante de luxe pour les clients qui faisaient appel en fait aux consultants soit parce qu'ils étaient
rarement par manque de compétences, malheureusement, parce que sinon ça aurait été intéressant, mais souvent pour avoir des bras en plus et pour déléguer tout ce qu'ils veulent pas faire. En tout cas, moi, c'est le sentiment que j'avais aux consultants. Et du coup, voilà, c'était assez fatigant à ce niveau-là. Moi, je m'éclatais pas du tout sur l'émission. Okay. Et donc, je me suis posé beaucoup de questions parce que j'avais quand même construit cette carrière. Même si elle était assez récente, tu construis tout pour ça, tu fais des études pour ça. Et donc te dire, mais en fait, je sais pas trop pourquoi je suis là, je veux surtout pas faire ça toute ma vie. Moi, les managers du cabinet que j'aime beaucoup, mais alors j'ai pas du tout envie d'avoir leur job un jour. Je me disais, mais c'est quoi mon avenir là-dedans? Et puis gros manque de sens. J'avais vraiment l'impression d'être sur des missions totalement inutiles. On avait du budget à dépenser, donc on y allait. Et le consultant, c'est qu'un pion, quoi. En gros, voilà mon sentiment. Ok. Voilà comment tout ça a commencé à se construire. Ok. Alors c'est quoi la suite de l'aventure? Alors c'est quoi la suite de l'aventure? C'est que donc je suis passée par une phase d'introspection assez poussée. J'étais par chance déjà dans le développement personnel depuis des années. Donc en gros je me suis dit bon bah lire des livres de développement perso c'est bien. Si je peux en faire quelque chose dans ma vie c'est mieux. Donc j'ai commencé à me dire ok qu'est-ce que je peux appliquer? C'est quoi le problème? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? De quoi j'ai besoin pour m'épanouir? C'est quoi qui me passionne, etc., etc. En gros, c'est des questions que on se pose pas quand on fait ses études parce qu'on nous apprend pas à nous les poser. Donc là, c'était aussi la première fois pour moi que je disais ok, mais qui je suis, qu'est-ce que je veux. Donc j'ai commencé un peu par cette phase d'introspection et j'ai commencé à l'explorer beaucoup ce qui se passait dehors. Donc j'ai fait plein d'événements parisiens dans l'environnement start-up, entrepreneuriat. J'ai beaucoup lu aussi sur l'entrepreneuriat. Mon sujet de prédilection, c'était l'éducation. Donc j'ai commencé à passer du temps là-dessus. J'ai beaucoup networké. Je prenais des cafés chaque semaine avec des gens, etc. Donc en fait, j'ai mené une espèce de double vie à côté du conseil qui commençait à se structurer comme ça, jusqu'au jour où bon, j'ai quand même persévéré dans le conseil. Et en fait, quand on s'écoute pas, au bout d'un moment, on finit par flancher. Et donc moi, c'est mon corps qui a fini par dire stop. J'étais sur une mission qui vraiment me convenait pas du tout. Et je me suis retrouvée en arrêt maladie parce que j'avais plein de symptômes. J'y voyais plus. Je suis arrivée un matin, je voyais plus mon écran. Parce que tu avais beaucoup de travail en fait, c'est ça? Ouais, quantité de travail et surtout pas à ma place en fait. J'étais vraiment pas à ma place. C'est-à-dire que j'arrivais le matin, je me souviens pour un client en bas des bureaux, c'était un grand immeuble. Et quand j'étais en bas, je regardais ça, je me disais mais j'avais l'impression qu'il y avait mon corps et qu'il y avait moi là-haut qui me regardait en disant mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois, qu'est-ce que tu fais là? Donc gros décalage entre les deux et du coup le stress, le fait de pas être à sa place, ouais, le corps il finit par envoyer des signaux. Donc je les écoutais pas trop, mais voilà, chaque après-midi je commençais à avoir des tremblements, je me sentais pas bien, j'avais le cœur qui battait vite, j'avais les yeux, j'avais besoin de lunettes, ça se brouillait, bref, plein de choses comme ça. Et un jour j'ai plus pu bosser, donc c'était en juillet. Et là, je me suis dit bon bah ok, il y a un vrai souci. Je suis allée chez le médecin hyper vexée en fait d'avoir un problème parce que le côté bon élève en fait, tu t'es pas censé faire défaut à ton employeur ni à qui que ce soit. Mais j'y suis allée. Il m'a dit que c'était de l'épuisement professionnel et que je devais m'arrêter. Donc je me suis arrêtée. C'était une huitaine de jours. Après, c'était les congés pendant un mois. Donc j'ai passé plus d'un mois en gros à me ressourcer, à faire le point sur ce que je voulais. Donc ça n'a pas été facile d'avouer. Une espèce d'échec quelque part, mais moi ça a été salvateur parce que c'est grâce à ça que je me suis posé les bonnes questions. Et du coup toute la phase, tu vois, de rencontres, d'événements, de lecture et tout, ça a tout pris sens d'un coup grâce à ça. Et du coup je me suis dit début de septembre quand je reviens, je cherche un autre job. Et donc le deal c'était de me dire ok, qu'est-ce que j'aime? L'entrepreneuriat, l'éducation, je me sens pas encore de monter ma boîte, donc je vais aller bosser dans une start-up où c'est vraiment le tout début, où en tout cas il y a plein de choses à structurer, et l'éducation, la formation. Et alors, figure-toi que je suis tombée sur l'annonce sur LinkedIn d'un certain Nicolas Piatkowski. Je sais pas si tu le connais. C'est un mec plutôt sympa. Et en fait, donc on a échangé et c'est comme ça que j'ai rejoint du coup Nizop. Et ça a été un espèce de comment dire. Bon, moi, ça a été la libération par rapport à ce que je faisais avant, parce que du coup, j'ai posé Madame dans la foulée mi-septembre, le temps de faire ma période de préavis, bien sûr. Mais c'est comme ça que j'ai pu mettre un pied dans le milieu de l'entrepreneuriat, parce que du coup, on bossait dans un incubateur, donc de voir ce qui se passait autour, de voir que c'était possible, en fait, que moi aussi, peut-être, je pouvais le faire. Et donc, j'ai commencé à y réfléchir. Voilà, le week-end, je réfléchissais à un projet à côté, je faisais des hackathons, etc. Et donc, ça a fait son petit cheminement comme ça. Voilà, donc le fait de mettre un pas là-dedans, ça m'a aidé. Et du coup, donc je me suis lancée à peu près 7-8 mois plus tard en me disant que j'avais besoin d'avoir mon propre projet en fait. Et le projet post-ADEME, il a pas émergé tout de suite parce que je me cherchais un petit peu, j'étais plutôt sur l'orientation scolaire, sauf qu'en fait, je suis pas allée là-dedans parce que j'avais l'impression que
finalement c'était pas le sujet pour moi. C'est un vrai sujet, mais c'est pas à moi de le traiter parce que j'avais l'impression de me heurter un peu à un mur. Moi j'ai donné des cours particuliers pendant 7-8 ans. Donc du coup je connais bien ma cible par rapport à ça. Mais je sais pas, il me manquait un truc parce que ces étudiants-là ils s'étaient pas encore frottés à la réalité du marché du travail. Et du coup je trouvais que ça me manquait de... En fait, leur problématique aujourd'hui, c'est plutôt de remplir leur CV, alors que moi, j'avais plus envie d'être sur la question du développement personnel et de l'épanouissement dans tout ça. Ça veut dire qu'en fait, tu dis que eux, ils savent pas encore qu'ils vont avoir un problème. C'est un peu ça ou pas? Enfin, c'est pas en tout cas, ils ont des problèmes qui sont plus en amont. Mais oui, en fait, ils se rendent pas compte que une fois sur le marché du travail, on se pose ces questions de sens. Oui, il y en a qui se les posent, mais c'est vraiment minoritaire. Alors du coup, je pense qu'il y a un vrai travail de pédagogie à faire par rapport à ça. Et justement, il y a des boîtes et des entrepreneurs qui bossent dans l'orientation et qui vont aider les jeunes à se poser les bonnes questions. Donc c'est très bien. Mais moi, j'ai estimé que c'était pas à moi de faire ça pour de nombreuses raisons. Et j'ai compris que ce qui me plaisait le plus depuis quelques mois, en fait, depuis que j'avais posé ma DEM, c'était ceux qui me contactaient en me disant comment t'as fait pour poser ta DEM et partir en start-up et faire un truc qui te plaît. Et j'ai compris que c'était ça qui me plaisait et que j'avais un truc à faire là-dessus. Donc c'est comme ça que ça a émergé dans l'ordre, globalement. Voilà. Ok, d'accord. Sur la construction avant. Est-ce que déjà c'est... Ouais, non, c'est top. Et du coup, alors, donc, t'as commencé à faire émerger ce projet, Postadem. Ouais, c'est ça. Donc, alors, c'est quoi sa mission, hein, Postadem? Ok. Sa mission suprême, quoi. La mission suprême, c'est qu'il n'y ait plus un seul salarié qui se lève le matin en grognant parce qu'il doit aller au boulot. On va dire ça comme ça. En fait, moi, la mission, c'est la mienne et c'est celle de Postadem en même temps, qui est que pour moi, on passe... c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais c'est vrai, mais c'est qu'on passe quand même la majorité de nos journées au boulot. C'est sûr. Et pour savoir ce que c'est que de souffrir du boulot, je peux pas en fait accepter de gâcher ma vie. Pour moi, c'est gâcher sa vie. Pour moi, si de 9h à 19h, après ça dépend des horaires que tu fais, mais globalement, c'est pendant ta journée, tu es en déni de toi-même, parce que c'est un déni de soi-même quand on n'est pas bien dans son boulot et qu'on s'écoute pas. C'est que tu es en déni de ta vie, de manière générale. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu vas compenser le week-end, tu vas sortir, partir en vacances, prendre des verres et mettre ça de côté. Et pour moi, du coup, tu ne vis pas pleinement ta vie. Donc, si tu veux, la mission que je me suis fixée pour moi en créant mon propre projet, c'était de vivre pleinement ma vie. Et du coup, c'est celle que je fixe aussi pour la communauté que je développe sur Postadem, etc. Donc, la mission, c'est ça. C'est que chacun y vive pleinement son truc et qu'il ose, parce que donc... Postadem, si on voit le logo, d'ailleurs regardez le logo, cette analyse très poussée. Postadem, le ose il est en couleur, donc il y a la notion d'audace derrière, c'est d'oser poser sa DEM, tu vois, et c'est ça qui est dur, c'est que souvent on n'ose pas, mais le fait d'avoir cette audace-là, c'est l'audace de dire bah ouais, je m'écoute et je fais un truc qui est fait pour moi, quoi, et je vis ma vie, je vis mes rêves et pas ceux d'un autre, quoi. Pourquoi, à ton avis, les gens, ils osent pas poser leur DEM? À ton avis, c'est quoi le problème? Ouais, alors il y en a plein. Pourquoi est-ce qu'ils osent pas? À ton avis, je sais pas si tu as des retours là-dessus. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. C'est la peur. La peur, il y a plusieurs peurs différentes, mais honnêtement, c'est quasiment toujours les mêmes. Il y a la peur, alors financière. Parce qu'on se dit, je pose ma DEM, donc je me mets en insécurité financière. Alors, souvent, quand on veut poser sa DEM, c'est que soit on veut faire le même job ailleurs, mais très souvent, ceux qui atterrissent sur mon site, c'est quand même plus profond que ça. Donc, c'est une vraie remise en question. Donc, si on remet en question sa carrière et son job, on ne sait pas financièrement où on va. Surtout que la majorité de ceux qui me lisent ont envie d'aller vers l'entrepreneuriat, donc c'est quand même la grande inconnue financière. Donc, la peur financière. Ensuite, il y a la peur de perdre son statut social, on va dire ça comme ça. C'est que tu as une image, tu as un prestige associé à ton boulot, tu t'es construit en fait une identité professionnelle que tu te dis que tu vas devoir détruire. Bon, un de mes conseils, on en parlera peut-être, c'est qu'on va pas détruire cette identité, on va s'en servir. Mais souvent, on a peur de détruire cette identité qu'on s'est construite et du coup, on n'ose pas y aller. Et il y a le regard des autres qui est souvent celui de la famille, des collègues, etc. Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est quoi ton problème en fait? T'as un CDI parce que c'est un peu un problème de riche entre guillemets. Hein. C'est t'as un CDI, t'as un bon salaire. En fait, c'est quoi ton problème? Tu vois, en plus, on est dans une période où on nous dit, ça fait longtemps que c'est comme ça, hein, mais le chômage, la crise depuis des années. Alors en plus, moi, c'est assez générationnel, c'est qu'on a toujours entendu parler de la crise. Donc, comment est-ce que tu peux te permettre de remettre ça en question? Et du coup, ça peut être assez culpabilisant pour ceux qui se retrouvent dans cette situation. Donc voilà, c'est tout ça en fait les peurs qui vont se cumuler. Et puis il y a la peur d'échouer dans un projet, la peur de se tromper de voie et donc de devoir recommencer. Moi, j'ai des clients qui me disent ouais, mais si je me trompe encore cette fois-là, ça craint. Tu vois, par exemple, si je prends ce job ou que je fais ce truc-là et que dans un an ça marche pas, on va me dire que je suis pas stable, donc je retrouverai jamais de job. Donc il y a plein de peurs qui sont liées à tout ça, qui fait qu'on n'ose pas y aller. Voilà. Ok. Super. Et donc du coup, alors si tu repars au début de Postadem,
là, tu me racontes toutes ces histoires, mais est-ce que tout au début du projet Postadem, ça avait la même tête que maintenant? Alors pas exactement. En gros, au tout début, tu vois, je suis en train d'essayer de me souvenir de mes documents. Comment tu as commencé? Comment j'ai commencé? Tu t'es documenté? Comment ça a marché? Ouais, par contre, moi je lis beaucoup. Je lis beaucoup, je me pose beaucoup de questions. Alors déjà, première chose, c'est que j'écoutais beaucoup ce qu'on me disait. C'est-à-dire que comment j'ai identifié le problème, c'est parce que comme je te dis, on venait me voir pour me dire comment t'as fait pour poser ta DEM. Et qui venait te voir, du coup? Oh bah des amis, des anciens collègues. D'ailleurs, c'est très rigolo parce que je ne donnerai pas de nom. Mais une fois que j'ai posé ma DEM pendant ma période de préavis, j'avais plein de collègues qui venaient, on peut se parler 5 minutes et tout, tu vois, à la machine à café quand il y a personne d'autre qui est en pause. Et du coup, je me disais, c'était notre petit secret, tu vois, mais je me disais, c'est fou en fait, tous ces gens, une fois que toi, t'as franchi le cap, qui viennent te voir pour te dire vas-y aide-moi, j'ai vraiment besoin de savoir comment tu t'y prends et quelqu'un me booste. Et du coup voilà, c'est comme ça que déjà c'était le fait d'écouter les problèmes des gens. Et donc c'est ce que je dis à ceux qui ont un projet, c'est écoute la douleur en fait de ceux qui peuvent être tes clients potentiels un jour. Donc déjà connaissance très très fine de ces problématiques, puisque moi je l'avais moi-même vécu aussi. Donc ça aide quand même accessoirement. Donc déjà ça a été ça. Ensuite tu vois, si je me souviens bien au tout début, je m'étais dit que j'allais me spécialiser dans le fait de changer de voie mais d'aller en start-up. Tu vois, ça vient de me revenir. J'étais vraiment là-dessus et en fait je me suis rendu compte que ça me convenait pas parce qu'aussi j'avais vu un peu, j'étais plus dans le monde des start-up et j'ai vu qu'il y avait de tout dans les startups et que startup en fait ça voulait rien dire. C'est clair. Donc en fait je me suis dit c'est pas pertinent comme cible, mais c'est vrai qu'il y avait ça au départ. Et après j'avais plein d'idées en fait. J'avais plein d'idées, faire du coaching mais est-ce que je suis légitime? Faire des formations présentielles mais c'est peut-être un peu lourd financièrement, faire de la formation en ligne mais je sais pas faire. Bref, j'avais plein d'idées, j'avais tout posé. Je savais juste un truc, c'est que je pouvais pas ne pas travailler sur ce sujet. En gros, il y a une question à se poser quand on cherche sa voie, c'est qu'est-ce que je ne peux pas ne pas faire? Et moi j'étais là, mais je ne peux pas ne pas aider les gens dans cette situation. Moi je suis passée par là, j'accepte pas ça. Moi je sais que ma voix elle est là-dedans. Maintenant la tête que ça aura, ce que je vais faire c'est que je vais créer du contenu, je vais développer mon expertise là-dessus. D'où le fait de commencer par créer un site. En fait, j'avais quand même cette vision média au départ. Je vais créer un média parce que, en gros, en partant du problème de base, moi je me suis dit, ouais, mais quand j'étais pas bien dans mon open space, il y avait aucun site qui me donnait des réponses vraiment qualitatives. En gros, il y avait des sites comme Fillon la Défense. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Donc il y a un blog avec des témoignages, mais ils sont pas dingues non plus les témoignages. C'est pas très développé. Et c'est surtout des offres d'emploi, mais il y avait pas tellement de contenu. Après il y a les articles, je sais pas, de coach en reconversion, mais c'est toujours la même chose. Il y avait pas un ton un peu décalé, un peu sympa. Tu vois, on sent qu'ils font ça pour avoir du contenu. Point barre. Donc en fait il y avait pas une référence. Ouais, si t'avais les articles du Monde qui va te dire ouais il était consultant et du jour au lendemain, je sais pas, il a ouvert une crêperie en Inde, tu vois, sans gluten. Ouais, mais c'est un peu cliché, tu vois, mais c'était beaucoup de choses comme ça et moi c'était bien mais c'était pas suffisant en tout cas. Donc je me suis dit il faut que je crée ce média et ce média du coup ça va être moi la manière de créer mon expertise et ma légitimité sur le sujet et à partir de là je vais pouvoir vendre du coaching, la formation, etc. Mais vraiment au tout départ c'était quand même cette vision média en tout cas que j'ai toujours. Ok. Et après donc ça c'est voilà, t'as commencé à créer pas mal de contenu. Ouais. Pour les gens. Oui. Alors oui. Vas-y, continue. Ouais, c'est ça. Alors il y avait cette vision média, mais quand même dès le départ, je savais que j'allais proposer des prestations d'accompagnement individuel, voilà, si tu veux, ça je l'avais quand même en tête. En gros, j'avais déjà ma stratégie à 1 an, 2 ans. Après, quand tu mets les mains dans le cambouis, et tu vois, je me rends compte, c'est super difficile en fait de savoir exactement ce qu'il y avait dans ma tête, parce que j'ai pas révisé avant, tu vois. Et ça, c'est un truc, j'écris beaucoup. Et en fait, tu vois là, par exemple, je pense qu'en retournant chez moi ce soir, je vais relire mes carnets de l'époque, parce que j'écris tous les jours en fait sur où j'en suis, les questions que je me pose, ce que j'ai fait et tout. Et pourquoi tu fais ça? Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'écris beaucoup? Parce que déjà ça m'aide à décharger un peu le mental qui tourne beaucoup. Et donc le fait de coucher sur papier, ça libère d'une certaine manière. C'est prouvé scientifiquement, mais je suis très très mauvaise pour citer les études scientifiques. Ah ouais, mais bien sûr, ça c'est prévu. Par contre, il y aura un livre pour Postadem, ça c'est certain, d'ici 1 an ou 2 je pense. Mais en tout cas, voilà, il y a déjà le fait de libérer ça. Le fait aussi que quand tu écris, tu trouves des solutions, parce que le fait d'écrire tes problèmes, en mettant sur le papier, en fait, tu structures ta réflexion et du coup, tu trouves des solutions. Là, par exemple, tu vois, je l'ai fait hier parce que je sais pas, il y avait un truc qui, voilà, j'ai du mal, je suis en réflexion sur ma prochaine année. J'ai posé ça sur papier, ça m'a aidé à débloquer des choses. Et après, parce que tu gardes une trace, donc c'est ça que je te disais, c'est que là, par exemple, je peux y revenir en me disant ah ouais, mais j'étais où, tu vois, il y a 1 an. Et ça aide pas mal. En fait. C'est exactement ça, tu vois l'évolution. Et du coup, donc j'avais quand même globalement cette vision. Moi, ce que je voulais apporter, c'était de me dire,
En gros, la vision, c'est Post-ADEME, ça va être la référence sur le sujet. De la reconversion, qui est un mot assez moche, tu vois, mais la référence quand tu veux poser ta DEM, quoi, quand tu veux changer de voie. La référence, du coup, quand tu vas dessus, tu as un média où tu as tout le contenu accessible. Moi, je voulais vraiment démocratiser ça parce que je trouvais, je te dis, tu n'avais pas d'aide immédiate quand tu avais besoin de ça. Donc démocratiser ça. Et après, tu as toutes les solutions possibles, c'est-à-dire que tu peux être coaché individuellement. Tu peux aussi avoir tes formations en ligne si tu as un budget qui est moindre et que tu es autonome. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment, si tu veux, de créer un espèce d'écosystème. Voilà, donc c'est ça que j'avais déjà en tête. Et du coup, aujourd'hui, ma vision, évidemment, elle est beaucoup plus affinée. Et je peux te donner aussi le résultat de la première année, qui est que je crée vraiment pour moi un écosystème complet, enfin tout un univers autour de Post-ADEME. Et l'univers, en fait, il est composé alors du média avec le site, ça oui, mais aussi l'aspect collectif parce que j'organise des événements, donc c'est des apéros qui ont lieu toutes les 6 à 8 semaines. À Paris, là j'ai fait le premier à Lyon et l'idée c'est qu'il y en ait dans plusieurs villes après en France parce que je trouve que c'est très important d'avoir de l'aide quand tu es à ton bureau mais aussi de rencontrer les gens, moi ça m'a aidé, donc ça fait partie du jeu. Donc il y a l'aspect site média, il y a l'aspect collectif événementiel, il y a l'aspect individuel où moi j'accompagne mes clients individuellement depuis le départ en fait et il y a la formation en ligne donc avec une académie, c'est l'académie Post-ADEME en ligne. Donc en fait c'est tout cet univers moi que je crée si tu veux. Donc je l'avais déjà un petit peu en tête au départ mais évidemment ça s'est largement affiné au cours du temps, quoi. Ok, super. Et du coup, alors, donc, si tu as accompagné là, des clients, des gens, je sais pas comment des coachés, je sais pas comment je peux les appeler. Des clients, des démissionnaires, des futurs démissionnaires. Et donc, alors toi, tu m'as dit, eux, souvent le projet, c'est d'entreprendre. Ouais, pour une bonne partie, ouais. Ok. Alors, je sais pas, est-ce que tu aurais le cas d'une personne qui je sais pas, un exemple d'un client qui est passé par toi et qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Je sais pas si tu aurais des trucs à nous dire. Alors, il y a plein de projets hyper différents. En gros, sur mes clients, j'en ai, on va dire, 50% où c'est je cherche ma voie. Donc, ils n'ont pas de projet. Au contraire, on va bâtir le projet ensemble. Après, sur les 50% restants, j'en ai à peu près peut-être 30-40% qui a un projet entrepreneurial ou devenir freelance et 10-20% qui est sur le fait de trouver un nouveau job en fait dans un autre domaine. À peu près, ça évolue mais en gros c'est ça. Du coup, alors au niveau du fait de trouver sa voie, j'ai des projets hyper différents. Alors j'ai un exemple, je sais pas s'il va se reconnaître ou pas, mais d'un consultant qui va en tout cas essayer de devenir pilote de ligne par exemple. Donc ça c'est un exemple assez radical. Si je t'en prends un sur l'entrepreneuriat, ça peut être des projets, tu vois, dans les différents projets que j'ai en ce moment, j'ai quelqu'un dans les salles de sport, dans la prise de parole en public, alors c'est une technique qui s'appelle Access Bar en fait, c'est des points, c'est des méridiens sur le crâne, bref, donc ça va être plutôt dans le bien-être, on va dire ça comme ça, la santé. J'ai quelqu'un aussi qui a un projet sur de la production de contenu autour de la santé, là aussi, donc voilà, il y a plein de projets très très différents. Et après sur la recherche de job, là on bosse sur le fait d'avoir des stratégies un peu différentes pour décrocher un job, quel que soit le parcours qu'on a eu avant, quoi. Mais voilà, donc tu vois, il y a plein de projets hyper différents en fait. Et comment tu vis ta vie d'entrepreneuse là alors maintenant? À titre perso du coup depuis que tu as posé ta dette. Ça n'a rien à voir en fait, la vie d'avant et la vie de maintenant. Comment je vis ma vie d'entrepreneuse? Alors très bien, en fait je pourrais pas revenir en arrière. Est-ce que tu es heureuse? Ah ouais, c'est un truc de fou pour moi, hein. Mais non, ma vie a vraiment changé. Alors c'est pas pour plaider ma cause et dire poser sa dème c'est trop bien, mais vraiment ma vie a changé. En fait, c'est un peu ce que je te disais, c'est que ma grande inquiétude avant, quand j'ai lancé Post-ADEME et avant, c'était de me dire est-ce que à l'issue de mon chômage, tu vois, ce qui est assez représentatif, je vais pouvoir vivre de mon activité ou est-ce que je vais devoir retrouver un job? Ce qui serait un peu la honte quand tu as créé un truc qui s'appelle Post-ADEME de dire en fait je cherche un job. Et ça vraiment, je me suis dit c'est vraiment le scénario catastrophe, tu vois, je me sentirais vraiment ridicule. Donc on va faire en sorte que ça n'arrive pas. Et du coup, en fait, si tu veux, quand tu as le couteau sous la gorge, tu te mets toi-même le couteau sous la gorge, mais quand tu l'as, tu te dis, en fait, tu mets tout pour que ça fonctionne, tu donnes tout pour y arriver. Quand tu n'exclus pas entièrement le fait de retourner à un job où ça marche pas, je pense que tu es moins à fond. Donc moi déjà, il y avait ça. Et du coup... ma vie aujourd'hui, c'est que je n'ai plus cette peur de redevenir salariée parce que j'ai vraiment réussi à créer quelque chose qui fonctionne pour moi et qui pour moi a vraiment du potentiel. Et du coup, la vie au quotidien, c'est beaucoup plus... En fait, la vie est plus douce.
Moi, je pense que c'est vraiment ça. C'est que le rythme que j'ai, c'est celui que je veux. Alors, je travaille beaucoup. Par contre, je travaille vraiment beaucoup en quantité. Moi, j'aime bien la vie est plus douce parce que souvent, la vie d'un entrepreneur, c'est pas forcément. Moi, je trouve que la vie est plus douce en fait parce que j'adore ce que je fais et que je prends plaisir dans ce que je fais et que je suis contente. Là aussi, hein, ça fait un peu bisounours ou un peu cliché ou voilà, mais je suis vraiment contente de me lever le matin et de faire ce que je fais. Donc la vie est douce et parce que je peux m'organiser comme je veux. Même si voilà, je te dis, je travaille beaucoup en quantité, mais je le fais comme je veux, je crée ce que je veux, donc je suis heureuse de créer ce que je veux. Mes clients, ils sont hyper contents, donc je suis hyper contente, donc c'est satisfaisant, donc ça a du sens pour moi. Et parce que honnêtement, voilà, là j'ai envie de faire une interview maintenant. Si je vais aller me promener, je vais y aller. Et puis c'est aussi que moi j'ai dans mes objectifs personnels, j'ai envie de pouvoir voyager comme je le veux. Ça veut pas dire tout le temps parce que j'adore ma vie à Paris aussi, tu vois. Mais j'ai envie de pouvoir voyager autant que je le veux. Et donc dans mes rêves, c'était d'avoir ma propre boîte qui me permette de voyager pendant que je travaille en fait, en digital nomade, qui est le mot pour dire ça. Et donc ça y est, j'ai pu réaliser ce rêve-là, j'ai pu partir pendant 1 mois, c'était ma première expérience. Donc j'ai fait un tour d'Europe dans 8 villes au mois d'octobre. Et c'était juste génial en fait. Et la vie est douce, pourquoi? Parce que tu vois, il y a un truc qui m'a marqué, c'était un mercredi après-midi, c'était à Cracovie. Et en fait, je suis partie avec une amie qui est entrepreneur aussi. Et franchement, on s'était levé super tôt, je sais pas, vers 7h le matin, on avait bossé direct jusqu'à 10h. À 10h, on était parti visiter un château, très très bien d'ailleurs, le château de Cracovie. Je connais bien moi perso. Ah bah oui, c'est vrai, bah oui, à qui je dis ça. Donc on est parti visiter le château, tu vois, vers 13h, on est allé manger. Tu connais peut-être ça aussi du coup, en Pologne. Et en fait, il faisait beau. Et on s'est dit, là tu vois, on n'a pas forcément envie encore de marcher pendant des heures. On a juste envie de se mettre au soleil et de profiter. Et on pouvait le faire. C'est pour ça que je te dis que la vie est douce en fait, c'est parce qu'on est rentré au Airbnb, on a pris les plaids de l'appartement, on a pris un petit carnet pour pouvoir écrire, nos téléphones, nos écouteurs pour pouvoir faire des formations en ligne pendant qu'on était au soleil. On a passé l'après-midi au soleil à Cracovie en se disant, tu vois, il y a nos petits copains parisiens qui sont en ce moment dans leur open space à la Défense, tu vois, et nous on est là au soleil en voyage et on bosse en même temps et c'est juste génial. C'est pour ça que la vie pour moi elle est plus douce, tu vois, et là je vais repartir au Portugal en fin de semaine pour une semaine, je vais refaire un tour je pense en février, donc pour moi ouais ça a changé ma vie pour ça quoi. Top. Alors là l'histoire a l'air super, tu vois. Ouais. Mais les problèmes. Ouais, forcément t'as dû rencontrer des problèmes, tu vois. Ouais, bien sûr. Alors raconte un peu. Alors les problèmes que je rencontre, alors rien de bien méchant. Je vais te raconter mes problèmes aujourd'hui, en fait, à 1 an d'expérience dans l'entrepreneuriat. Alors je me pose des questions sur la quantité de travail en fait, parce que je travaille beaucoup en quantité comme je te le disais, et je m'interroge sur est-ce que c'est normal au début, est-ce que j'ai vraiment un bon équilibre de vie ou pas. En fait, je me disais que c'est pas un problème, et j'ai lu un article récemment qui disait t'es entrepreneur, le problème c'est pas que tu travailles trop, c'est que t'as envie de travailler tout le temps. Et moi je me disais c'est pas, tu vois, moi j'adore, en fait le dimanche, mes amis qui sont pas entrepreneurs me prennent pour une psychopathe, hein. Mais le dimanche, moi je suis réveillée à 7h, mais j'ai envie de faire quoi? J'ai envie de bosser. Ouais, je te jure. Tu vois, ça paraît bizarre vu de l'extérieur, mais c'est vraiment ça. Et quand j'étais en poste salarié, j'avais pas envie de ça. Mais là, je suis trop contente, tu vois, je me lève, j'ai envie d'écrire, de lire, de faire mes formations, de préparer pour mes coachings et tout, d'écrire des articles, et je me dis mais t'as un problème ou pas? Et en fait, j'aime tellement ça que je me dis c'est pas un problème. Sauf que des fois, j'ai des petites piqûres de rappel d'amis, tu vois, qui vont me dire mais c'est peut-être pas normal en fait de bosser le dimanche ou le soir ou. Et c'est vrai que du coup, je m'interroge par rapport à ça. Est-ce que c'est pas une manière de, est-ce que c'est pas une addiction au travail? Est-ce qu'à long terme, ça va pas être un souci, tu vois, pour ma santé, mon équilibre? Donc il y a peut-être ce problème-là, effectivement, qui est pas forcément évident, surtout quand on est passionné par ce qu'on fait. Alors je pense que tout entrepreneur est passionné, hein, de base, mais c'est vrai que j'ai une passion vraiment totale pour ce que je fais, pour mon sujet, mais j'adore ça, hein, je pourrais lire toute la nuit dessus. D'ailleurs, par exemple, tu vois, je regarde pas de séries. Et j'ai jamais regardé de série, j'ai jamais eu de télé, tu vois. Mais en fait, aujourd'hui, tu me laisses le choix entre regarder une série ou un film et lire un bouquin pour avancer sur mon truc, je choisis le bouquin, tu vois, sans hésiter. Et alors, je sais pas si j'ai un problème ou pas. Mais du coup, je m'interroge là-dessus plus à long terme, en fait. Voilà. À la limite, il y a ce problème-là. Après, l'autre problème qui est aussi un problème à 1 an d'expérience, c'est le problème de la patience. Moi, je suis quelqu'un de très impatiente de base. Je le travaille parce que tu es obligé de le travailler quand tu es entrepreneur, mais
mais du coup, j'arrive à un stade, autant au début, tu vois, t'es dans l'essai, tu vois, tu testes des trucs, c'est le début, c'est chouette, tu vois. Mais là, à 1 an, tu vois, c'est aussi que financièrement, ça tourne, tu vois, donc ça se structure davantage, et que t'as une vision qui se précise. Moi, je suis vraiment dans la phase où je cherche à passer à l'étape supérieure aussi dans mon business, et du coup, tu te poses des questions sur ta stratégie, tu testes des choses, mais le temps d'avoir les résultats de ce que tu testes, il faut être patient. Et ça, c'est pas toujours facile, parce que tu dis est-ce que je suis dans la bonne direction ou pas, mais tu pourras pas le savoir tant que tu l'as pas expérimenté pendant au moins 1 mois ou 2. Donc voilà, donc c'est ça qui est assez difficile, on va dire, au niveau de ces problèmes-là. Après. Par rapport aux craintes, je pense, tu vois, toujours à ceux qui me lisent et tout. La crainte, par exemple, financière, est-ce que j'ai des problèmes là-dessus? Les premiers mois, j'avais des rentrées d'argent qui étaient limitées. En tout cas, j'avais quand même le chômage en complément. Ça n'a pas duré longtemps parce que vraiment, j'ai réussi à me rémunérer rapidement avec mon activité parce que j'ai choisi un modèle qui, on va dire, qui est rentable tout de suite. L'accompagnement individuel, je veux dire, c'est pas un modèle qui est compliqué en soi. Et justement, le fait d'avoir réussi rapidement à créer vraiment une audience autour de Postadem, très rapidement, j'ai eu des clients et c'est vraiment pas un souci pour moi. Donc je peux pas dire que j'ai de stress par rapport à ça. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc marrant. C'est qu'on me dit des fois, mais ça te stresse pas financièrement de pas avoir de job salarié fixe, un revenu régulier? Et en fait, je suis beaucoup moins stressée pour l'avenir financièrement que quand j'étais salariée. Parce que quand j'étais salariée, en fait, il y a un plafond. Tu sais que quoi que tu fasses, ta carrière, elle va être comme ça. Donc ton salaire va faire tac, tac, tac chaque année. Et tes impôts, ils vont faire tac, 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 tac chaque année. Donc en fait, c'est un truc sans fin, tu vois. Et tu vas attendre la retraite comme ça en souffrant. Et en fait, ça me stressait beaucoup plus. Et aujourd'hui, non mais c'est ça, c'est que aujourd'hui, je suis beaucoup moins stressée parce que tu te dis, franchement, si je fais un super coup, mon chiffre d'affaires, il va faire ça. Et en fait, t'es maître de tout. Alors, ça peut peut-être stresser certaines personnes. Moi, je trouve ça génial parce que j'exprime vraiment toute ma créativité. Moins de problèmes, tu trouves des solutions, tu les mets en œuvre et c'est tellement passionnant que je suis vraiment pas stressée par rapport aux finances parce que ça dépend que de moi et j'ai les mains libres pour créer des trucs, quoi. C'est clair. Ok, Charlotte. Et donc, du coup, alors, c'est quoi là maintenant l'objectif pour toi sur Postadem? Ouais. Alors c'est quoi la suite en fait? C'est quoi la suite? Ah écoute, la suite de l'histoire, je la connais pas moi-même. Mais à quoi j'aimerais qu'elle ressemble? Voilà, déjà pour la 2e année, moi je veux m'imposer davantage comme référence sur le sujet. Là j'ai déjà construit une bonne audience pour la première année, donc je suis contente, mais on peut faire 1000 fois mieux. Donc déjà c'est que ça devienne vraiment la référence. T'es pas bien dans ton job, t'en parles à un ami, il te dit tu vas sur Postadem. Tu vois, ça fonctionne, tout le monde ait ce réflexe. En France, tout le monde doit avoir ce réflexe. Donc la vision c'est ça. Après la suite, pour moi donc c'est en fait de proposer vraiment des formations de manière exhaustive. Parce que poser Sadem, il y a plein de besoins en fait autour de ça. C'est de trouver un projet qui te correspond, c'est de pérenniser ton projet, c'est de réussir à décrocher un job, c'est de trouver ta voie. Enfin, il y a beaucoup de problématiques que j'adresse. Il n'y en a pas qu'une. Et du coup, c'est d'avoir des formations que l'Académie Postadem, elle couvre tout. Moi, c'est vraiment ça l'objectif, c'est que tu vas dessus, tu as un problème précis, tu trouves la réponse à ton problème précis. Okay. Voilà, l'idée c'est pas d'avoir une grosse formation qui traite de tout, c'est vraiment pour chaque problème, tu as le truc qui est fait pour toi. Donc c'est vraiment ça la vision que j'ai en termes d'activité. Et autour de ça, c'est de fédérer une communauté qui est toujours plus grande et plus soudée. Moi, il y a vraiment la communauté, on va dire, physique avec les apéros, mais il y a aussi le groupe privé en ligne où je trouve ça génial parce qu'il y a beaucoup d'échanges et d'avoir vraiment une appartenance très très forte pour ceux qui rejoignent un peu comme un mouvement, si tu veux. Voilà. Okay. Et à titre personnel, la suite de l'histoire que je veux, parce que si tu veux, il y a la marque Postadem et il y a moi aussi, il y a mon personal branding à moi. Et moi, je me régale dans quoi? Dans l'écriture. Donc, j'ai envie d'écrire un livre, qui serait la première étape de la suite. Bah oui, tu vois, quand on en parle. Ensuite, sur la partie coaching, moi, j'ai vraiment envie de me développer encore plus. Voilà, de pouvoir, on va dire, apporter encore plus de valeur à mes clients. Donc, ça fait partie du développement. Et sur la partie prise de parole, moi, j'ai vraiment envie de faire davantage de conférences, de prise de parole en public. Je vais tester un premier séminaire. Donc voilà, à titre personnel, c'est le côté speaker, auteur, coach qui m'attire. Donc si tu veux, voilà, il y a tout ça qui se développe, mais qui est intimement lié en fait. Donc c'est cohérent. Ok. Alors, est-ce que du coup, tu aurais quelques petits conseils? Alors moi, je suis tombé sur un article de toi il n'y a pas très longtemps sur la productivité. Ah oui. Je pense que la productivité, c'est un problème pour plein de gens. Ouais. Tu vois. Alors moi, le premier. Et du coup, toi, tu fais 40 000 trucs. Alors, c'est quoi une journée type pour toi? C'est quoi tes méthodes? Je me fais interviewer. Journée type, c'est le début de la gloire, tu vois. Trop bien. Journée type. Ok.
Alors, journée type. Déjà, le matin, j'ai une routine. Une routine à ma sauce en fait. C'est-à-dire que tous les matins, ce qui est certain, c'est que je fais un peu d'exercice physique. Alors, comme je l'ai dit dans l'article, on se calme. Je suis pas une grande sportive. Hein, voilà, je le dis tout de suite. Tu vas pas courir à 5 heures. Je pourrais faire croire que je vais courir à 5 heures, mais c'est totalement faux. Mais en fait, ce que je fais, c'est que je fais, comme moi, je fais du yoga. Je vais faire quelques postures de yoga, étirements, assouplissements, histoire de me dérouiller un peu. Ouais. Mais je fais ça, c'est quoi, 10-15 minutes. Hein, tu vois, c'est histoire de me recentrer en fait, si tu veux. Je fais pas de méditation parce que sinon je me rendors, hein, tout simplement. Donc je la fais plutôt en fin de journée ou quand j'en ai besoin. Par contre, ce que je fais vraiment, c'est lecture et écriture. D'ailleurs, je fais écriture en premier, toujours avec mon fameux carnet où je vais dire ce que j'ai sur le cœur, ce qui se passe dans ma tête, mes questionnements, mes objectifs de la journée, etc. Ouais. J'ai pas de forme fixe dans ce que j'écris. C'est vraiment très libre. Et ensuite lecture. Donc je passe au moins un quart d'heure, en tout cas pas moins, à lire mon livre du moment. Donc c'est des livres de non-fiction. Hein, c'est du développement perso, de l'entrepreneuriat, qui me sert aussi bien pour moi que pour mon business, que pour mes clients. Donc c'est bien. Ça fait d'une pierre trois coups. Okay. Et du coup, donc voilà. En tout cas, je démarre par ça. Après, sinon, ça dépend vraiment, mais ce qui est sûr, c'est que de manière régulière, il y a de la production de contenu pour le site, pour la newsletter, etc. Préparation de mes coachings, parce que j'en ai quand même un bon nombre de séances par semaine. Et ensuite, ça va être très varié selon les projets du moment. Donc, création de formation en ligne, animation de formation en présentiel, parce que j'en fais toujours. En fait, je slash avec ça aussi en entreprise. Voilà, donc ça va se répartir autour de tout ça, si tu veux. Mais journée type, c'est dur. Ouais, c'est dur. Et alors, voilà. Donc, du coup, tu aurais un livre... parce que si tu lis beaucoup, genre un livre qui t'a vachement marqué, quoi. Soit dans ta vie pour faire post-adem, ou alors, je sais pas, un livre où tu te dis si je veux entreprendre, c'est cool, si j'ai envie de changer de vie, c'est cool. Ouais, c'est compliqué parce qu'en fait, alors moi je suis un peu une bibliothèque ambulante dans le sens où tu as un besoin précis, tu me demandes, je peux te recommander quelque chose. Après, voilà, ça dépend du problème exact. Sur le fait de vouloir poser sa dème, il y a des bouquins sur l'ikigai, il y a un bouquin qui est réinventer sa vie professionnelle quand on vient de la commencer, qui est bien aussi. Après, je pense qu'il y a des livres aussi, tu vois, je pense à L'Alchimiste de Paulo Coelho, qui est pour le coup de la fiction. Mais je peux te dire que ce genre de bouquin, ça te fait te poser beaucoup de questions, même si c'est pas un livre pratique. Voilà. Après, sinon, sur le côté entrepreneuriat, il y a un livre aussi qui est bien, qui est pratique, c'est Créer la vie de vos rêves et le job qui va avec. Non, pardon, créer votre propre job et la vie qui va avec. Un truc comme ça, vous le trouverez, c'est un livre avec une couverture bleue qui est vraiment bien, je trouve. En tout cas, j'aurais bien aimé l'écrire, tu vois. Après, sinon, il y a pas mal de livres qui aident là-dedans. Il y a Créer sa vie en étant soi de Livia Quero, qui aide à prendre conscience de qui on est pour créer en fait un projet qui nous corresponde. Et après, sur l'entrepreneuriat, il y a Rework, qui est vraiment un bon bouquin pour repenser l'entrepreneuriat à sa manière. Il y a un livre comme La semaine de 4 heures aussi qui donne envie de créer un business qui est automatisable. Donc ça te fait aussi réfléchir sur comment tu crées ton projet. Sinon, le livre que je recommande le plus en ce moment, il est sur le rapport à l'argent et ça s'appelle, c'est un peu spécial, Tu vas t'en mettre plein les poches de Jen Sincero. Mais ce livre, il est exceptionnel, elle est très drôle en fait, Jen Sincero. Et alors elle a toujours été fauchée, elle a toujours été en galère financière. Et elle t'explique comment est-ce qu'elle a réussi à changer ça, mais de manière tellement transparente, c'est à mourir de rire. J'ai lu ce bouquin et ça m'a fait un électrochoc sur mon rapport à l'argent et je pense que pour les entrepreneurs, c'est important. Alors, tu as des livres comme Père riche, Père pauvre, bien sûr, qui sont à lire, mais lui, il a un angle tellement particulier que je le recommande beaucoup. Et j'ai recommandé ça à des entrepreneurs, d'ailleurs, souvent des femmes, parce que c'est un livre un peu bling-bling avec du rose et tout. Bon, voilà, c'est comme ça, il faut passer un peu outre, mais j'ai des super feedbacks sur ce livre. Ok, voilà. Super, ça marche. Donc du coup, Charlotte, oui. Où est-ce qu'on peut trouver Post-Adem, on trouve ça où? Et toi, on te trouve où? Alors 32 quai Louis Blériot. 3615 charlotte.fr. C'est ça. Non, alors où est-ce qu'on peut trouver Post-Adem? On va sur postadem.com déjà. Donc il y a le site, il y a tout, il y a les interviews, il y a les contenus, il y a les liens vers le coaching, il y a tout ce que tu veux. Et sinon après, où est-ce qu'on me trouve en dehors de ça? Il y a LinkedIn, il y a Instagram. Je suis pas la meilleure influenceuse de la Terre, donc je suis pas sûre que ça vaille le détour. Essayez quand même pour voir, mais sinon c'est postadem.com, il y a tout qui est centralisé là-dessus. Et sinon, si important, c'est le groupe privé. Donc il y a la page Facebook Post-Adem, mais il y a le groupe privé et je recommande vraiment de rejoindre le groupe pour échanger avec les autres. Parce que moi, c'est ça qui m'a aidé à franchir le cap aussi, c'était de bien m'entourer. On dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Donc pour ça, on a vraiment besoin de bien s'entourer. Donc le groupe, il est super dynamique là-dessus. Il faut bien mettre une petite réponse
réponse quand on veut rentrer dans le groupe parce que je n'accepte pas s'il n'y a pas de réponse. Donc il faut m'expliquer pourquoi vous voulez poser votre DM. Et du coup, ouais, s'il y a vraiment un endroit où aller après le site, c'est ça. Ok, super. Bon, bah ça marche, Charlotte. Merci beaucoup.